Bonjour, bonsoir et merci d'être aussi nombreux pour suivre cette conférence qui est organisée dans le cadre des IA Dates. C'est un cycle de conférences organisé par le conseil départemental dans le cadre de sa politique Smart Deal que vous connaissez tous et qui est là pour accompagner toutes les générations, les acculturer à la transition numérique qui va régir nos vies, qu'on le veuille ou pas. Donc autant être armé et mieux armé en participant à ces conférences qui, à chaque édition, vont traiter d'un sujet particulièrement prégnant. Ce soir, intelligence artificielle, éthique et réglementation européenne. C'est un sujet qui pose des problèmes parce qu'il va régir non seulement ce qu'on va faire de notre innovation, ce qu'on va faire de notre éthique, où est-ce qu'on va placer les curseurs. Notre plateau d'invités ce soir est extrêmement alléchant. Tous des spécialistes, chacun dans leur domaine. Donc je vous les présente avant toute chose. Professeur Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. Fabien Gandon, vous êtes directeur en recherche informatique à l'INRIA, Institut national de la recherche en informatique et en automatisme, c'est ça, si je me souviens bien. Marina Teller, vous êtes professeure de droit public à la faculté, à l'université de Nice-Sophia Antipolis, je retarde, Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Alexandre Zararat, vous êtes associé Grant Thornton, donc côté expert comptable et chiffres de la force sur Nice. Et enfin, Odile Menozzi, vous êtes présidente du mouvement européen 06. Alors avant toute chose, nous allons accueillir le président du conseil départemental, Charles-Ange Ginesi. Il est aussi président du SICTIAM et du syndicat mixte de la Maison de l'intelligence artificielle. Charles-Ange Ginesi. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus dans ce Palais Sarnes à l'occasion de ces IA Dates. Nous avons eu de belles éditions. Marco Lendi ne cesse de faire des choix judicieux, tant sur les thèmes que nous abordons que sur les personnalités qui sont invitées. En saluant, au-delà de ceux qui viennent d'être salués, Bernard Klenov, qui est ici présent et qui était l'un des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie, c'était il y a quelque temps de cela, mais pas si loin, cher Bernard, qui en même temps est conseiller régional aujourd'hui, avec des maires qui sont présents dans la salle, avec Madame Isabelle Galli, qui est la directrice de l'AMIA, de la Maison de l'Intelligence Artificielle, avec Benjamin Mathieu, qui est le directeur des services du département, avec Philippe Wallner, qui est chef de service de l'innovation et du développement territorial de santé au département des Alpes-Maritimes. Et puis allez, vous toutes et vous tous, je vais cesser là de saluer toutes les éminentes personnalités que vous êtes ici présents pour tout simplement vous dire à toutes et à tous que nous avons avec le professeur Jean-Gabriel Ganassia, quelqu'un qui est notre invité d'honneur, quelqu'un que l'on va écouter avec beaucoup d'attention, car au-delà de son titre de professeur émérite à la Sorbonne, il a cette expérience. Et il me disait à l'instant, au moment où nous le recevions avec Marco Lendi, que son antériorité sur l'intelligence artificielle et la thèse qu'il avait développée date de 1984. Je n'imaginais pas aujourd'hui qu'il ait pu exister des gens qui, en 1984, parlaient d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y avait des précurseurs. Enfin, il va nous raconter tout cela en saluant Fabien Gandon, Alexandre Ozarara, Odile Menozzi, Martine Teller, que nous retrouvons également avec plaisir, et Maureen Claire, qui sont là dans la salle. Autant dire que le département des Alpes-Maritimes, avec ses IA Dates, initie quelque chose que nous souhaitons depuis le début. En 2017, avec Marco, nous nous sommes fait un pari de dire allez, nos aînés ont cultivé, Maureen Claire qui arrive, nos aînés ont cultivé Sophia Antipolis, il fallait avoir de l'anticipation, il fallait avoir de la volonté à l'époque, il y a plus d'un demi-siècle en arrière,
pour avoir ce caractère développant sur le numérique, implanter des entreprises, cette technopole que la France nous envie aujourd'hui, elle n'était pas évidente à l'époque. Alors, fort de cet héritage, de notre volonté, c'est de dire la terre des Alpes-Maritimes reste une terre de culture du numérique. Il faut construire un écosystème. C'est cet écosystème que nous essayons d'installer au travers de ces IA-Date qui font partie de cette réflexion, au travers de ce qui a été construit avec la Maison de l'intelligence artificielle, où au détour d'un voyage au Canada, à Montréal, nous l'avons ramené dans notre escarcelle avec la volonté de faire également l'implantation d'un observatoire dans les Alpes-Maritimes, observatoire qui va mesurer petit à petit la progression de l'évolution de cette culture, de cette révolution du numérique dans laquelle nous nous insérons, avec des performances que nous voulons aujourd'hui apporter à la France. Le département des Alpes-Maritimes, à lui tout seul, ne serait rien, même si nous construisons la maison de l'intelligence artificielle, même si nous avons ce World IA Cannes Festival aujourd'hui, qui est une très très belle rencontre, qui fait que le milieu économique, le milieu des entreprises, le milieu des chercheurs, le milieu scientifique s'y retrouve et a envie de dire « Allez, tous ensemble, on va dans cette révolution du numérique pour faire en sorte que la révolution du numérique serve à l'homme et pas l'inverse, et que jamais l'homme ne soit asservi. » Alors, pour cela, on s'aperçoit aujourd'hui que les États-Unis restent les premiers dans le monde en termes d'investissement et d'investissement financier, que la Chine est deuxième, que la Grande-Bretagne est troisième et la Russie arrive en quatrième position. Ce classement n'a pas manqué de m'interpeller, tant je n'imaginais pas que l'on puisse retrouver la Grande-Bretagne dans le plateau gagnant, dans le tiercé gagnant. Alors, les Alpes-Maritimes veulent apporter leur pierre contributrice à la France. Et c'est en cela que l'on tente, ici, à notre modeste niveau, de pouvoir apporter une dynamique pour que de la 8e position, nous puissions gravir les échelons, pour que de la 8e position, nous puissions apporter quelque chose à l'Europe qui fasse qu'on équilibre ce que tout le monde connaît bien aujourd'hui et par cœur, les GAFAM. Les GAFAM qui apportent un déséquilibre dans notre économie nationale. Les BAT, avec les Chinois, qui apportent là aussi un déséquilibre dans notre économie nationale. À faire un équilibre, c'est aller dans toutes les thématiques. Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, aujourd'hui, cherche à utiliser, et c'est le rôle de Benjamin Mathieu au sein de notre collectivité, de vouloir amener la culture des 3500 agents qui sont chez nous, de vouloir amener cette culture de la révolution du numérique à l'ensemble des collectivités, sur le monde public, puisqu'on s'aperçoit que l'IA, là aussi, ne doit pas oublier les données publiques. Il y a les datas privées, celles-là, elles sont bien maîtrisées et souvent tenues pour bonnes, et puis il y a les datas publiques qui souvent ne servent pas. Et pourtant, il y a des professeurs qui sont ici avec nous et qui, sur le plan de la santé, construisent énormément de choses, notamment sur la chirurgie de la face et du cou. Il y a des volontés de pouvoir dire, avec les appels à projet santé, le conseil départemental récompense les meilleurs et les meilleurs en termes d'IA. On voit que dans cancérologie, avec la maison Mozart, nous avons aujourd'hui un pied fort pour lutter contre le cancer. Tout cela arrive à trouver un sens, parce que développer le numérique pour le numérique n'a aucun sens. Développer l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle n'a aucun sens. Par contre, dès que l'on trouve des applications qui peuvent servir aux hommes et aux femmes qui sont avec nous, qui sont sur le département des Alpes-Maritimes, eh bien, il faut y aller. Alors, que ce soit avec tous les chatbots, les deepfakes, les voice cloning, les prises de contrôle à distance d'outils. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça?
Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça avec l'intelligence générative, l'IA générative, qui fait que quelque part, pour construire un discours, je ne le fais pas, hein. Je vais sur ChatGPT et je regarde un peu ce qui peut sortir. Et il m'est sorti des choses intelligentes sur ChatGPT, alors pas à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre. J'ai une petite feuille, c'est ChatGPT qui me l'a écrit, c'est pas moi, pour dire sur ces IA Date, on va parler de la réglementation. Et là aussi, je le disais tout à l'heure au professeur, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la réglementation et la législation en 2007. Faut-il réglementer le numérique ? 2007, c'est loin. Et aujourd'hui, j'ai gardé à peu près la même position. Je pense qu'il faut y aller, mais il faut y aller avec beaucoup de prudence pour ne pas casser l'économie. Alors, dans cette prudence, on voit qu'il y a des dangers. Avec ChatGPT qui nous dit qu'il faut catégoriser les systèmes d'IA, avec ceux qui sont à haut risque, les IA qui nous font de la manipulation, les IA qui font de l'information, et puis les IA qui peuvent nous aider à faire de la surveillance. Surveillance à tous les niveaux, pas que sur la santé. On voit bien qu'en termes de climatologie, en termes de météorologie, on a eu dans les Alpes-Maritimes la tempête Alex. Ça nous a sacrément secoué sur les vallées de la Roya, sur les vallées de la Vésubie. Je peux vous dire que depuis, on installe les capteurs qui vont bien pour, avec prudence, mettre la population en sécurité dès les premières alertes. Allez, j'ai déjà bien trop parlé. Ma note m'invite à vous en dire beaucoup plus long, mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole à nos intervenants. C'est bien eux que nous sommes venus entendre et il est important pour moi de savoir que il y a et il y aura encore des rencontres. Probablement, la prochaine se fera à Paris. En tout cas, le dernier forum, le dernier congrès de Londres a donné une intervention de la part de la France qui, par la voix de son ministre Bruno Le Maire, disait « Attention, attention, on ne peut pas aujourd'hui mettre un carcan législatif européen qui va empêcher la construction de pouvoir se faire. Et ce carcan législatif doit on doit avoir beaucoup de vigilance. Néanmoins, on sait que derrière, il faut aussi cadrer, il faut empêcher les dérives, il faut empêcher les fake news, il faut empêcher tous les hackers de tout poil, et on en a eu. Hein, le serveur du département des Alpes-Maritimes, il y a 2 ans de cela, a été attaqué, monsieur le directeur général des services, de façon formidable. Christophe Picard, ce jour-là, s'est fait des cheveux blancs parce que nous aurions pu être à genoux, comme c'est arrivé à certains départements pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Eh bien, grâce à la vigilance de ce qui a été mis en place et à cette sensibilité que nous avons désormais dans le département des Alpes-Maritimes, on a été en panne pendant 15 jours. Mais je suis persuadé que ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce que les attaques seront à l'avenir encore plus violentes, encore plus fines. À nous de savoir nous en prévenir, et peut-être qu'un peu de législation nous aidera à le faire. En tout cas, il faut que ce soit une législation adaptée, et surtout pas une législation de masse qui bloque tout. Merci en tout cas d'être là à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce mot d'introduction et pour ces quelques pistes de réflexion déjà amorcées. Alors, en sachant que l'Europe est partie prenante de l'essor de l'intelligence artificielle, nous devons nous assurer que son utilisation est correctement mise au service du bien public. Il est normal que les populations soient un petit peu inquiètes devant cette notion d'intelligence artificielle. Les institutions européennes mettent en place des réglementations afin de nous prévenir de certains abus. Cette conférence va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur ces réglementations européennes et surtout comment elles vont pouvoir nous aider à nous prémunir
des risques potentiels. Mais attention, l'un des plus grands défis des industriels européens et des entreprises en général, qui les empêche d'ailleurs de prendre le train parfois de l'intelligence artificielle, c'est justement la contrainte très forte ou trop forte de cette réglementation. Pour en parler, d'abord une petite conférence avant la table ronde, intelligence artificielle, éthique et réglementation européenne, le train de l'IA passera-t-il par la station Europe, ce que nous espérons tous, monsieur le professeur Jean-Gabriel Ganassia. S'il vous plaît. Je le rappelle, il est un peu capricieux, je le rappelle, monsieur le professeur Ganassia donc, est professeur émérite à la Sorbonne, entre autres, et grand spécialiste de l'informatique. En général, on ne va pas décliner toutes vos qualités, vous en avez je ne suis pas capricieux, parce que vous avez laissé entendre... C'est le micro, ce n'est pas vous. Aucune inquiétude. Je vous remercie de cette invitation. Je vais essayer de vous inviter à une réflexion justement sur la tension qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et l'éthique. Quelles sont les questions que cela pose, en quoi l'éthique permet d'y réfléchir, et puis la tension avec la réglementation. Alors, pour ça, je vais avoir un exposé, vous voyez, parce que je suis désolé, mais ayant été professeur pendant de nombreuses années, j'ai l'habitude de structurer mes exposés. Donc j'ai pris 6 points. Alors, on va aller assez rapidement, parce que le premier, intelligence artificielle, le chat GPT ne doit pas cacher la forêt. Parce qu'effectivement, on a toujours tendance à voir ce qui vient d'arriver. Ça masque un tout petit peu le reste, l'ancienneté, l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, je l'ai rappelé très rapidement que c'est une science ancienne, qui est née en 1956 et qui a pour objectif de modéliser les différentes facultés cognitives. Ici, vous avez une plaque commémorative qui a été apposée sur un bâtiment d'une université assez prestigieuse aux États-Unis, Dartmouth College, où a été organisée la première réunion sur l'intelligence artificielle. Et la personne qui a donné son nom à cette discipline était à l'époque un jeune chercheur. Il avait 28 ans, il était brillant. Il avait eu l'intuition qu'on pouvait, en modélisant ses facultés cognitives, mieux comprendre l'intelligence. C'est donc une science. Mais cette science de l'intelligence, elle n'a pas pour but, contrairement à ce que l'on croit dans le grand public, de reproduire une intelligence sur une machine, d'avoir un outil qui s'anime de conscience, mais il s'agit vraiment de mieux comprendre cette intelligence en la décomposant. C'est ça qui est important. Si vous lisez la phrase qui est ici, il vous dit l'intelligence artificielle, c'est une science qui va décomposer l'intelligence en fonctions et qui va les simuler. Alors voilà quelques-unes des fonctions, la perception, vision, reconnaissance de la parole, etc., le raisonnement, l'apprentissage, la mémoire, les fonctions communicatives, tout cela, ça relève de l'intelligence artificielle. Et depuis 67 ans que cette discipline existe, on a fait des progrès considérables. Je ne vais pas les énumérer ici, mais je crois que c'est extrêmement important. Le premier but, donc, c'est un but scientifique. Mais le deuxième objectif, et les pionniers de l'intelligence artificielle l'avaient en tête à l'époque, c'était des Américains, ils étaient pragmatiques, c'était d'utiliser ces simulations pour le bien commun, les intégrer à des technologies. Et je crois important de rappeler que l'une des techniques de l'intelligence artificielle que tout le monde connaît, c'est le web. Le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais avec un modèle de mémoire. La mémoire, c'est une fonction cognitive qui s'appelle l'hypertexte, d'où le protocole du web. Donc voilà cette définition ancienne. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a parmi toutes ces techniques, et j'ai rappelé cette définition pour qu'on comprenne bien l'empan de l'intelligence artificielle, qui est extrêmement vaste, puisque ça couvre énormément de choses. Fabien, je le connais depuis longtemps. J'ai été dans ton jury de thèse, tu t'en souviens certainement. Et justement, on a travaillé sur beaucoup de disciplines différentes. Une de ces techniques a pris un essor considérable ces dernières années, ce sont les réseaux de neurones formels. Ils sont nés avant l'intelligence artificielle, en 1943. C'est ce qui a donné naissance, plus tard, à la cybernétique. Il s'agissait d'une modélisation extrêmement grossière de ce qui se produisait dans le cerveau. Mais bien sûr,
la mise en œuvre de ces réseaux a posé beaucoup de problèmes, parce que pour que ce soit efficace, il fallait faire de l'apprentissage pour déterminer les pondération des connexions à l'intérieur de ces réseaux. Il y a eu des tentatives en 1958 avec ce qu'on a appelé le perceptron, mais c'était limité à 2 couches. Alors il faut que le réseau ait 3 couches pour qu'il puisse produire n'importe quelle fonction. Et donc on a arrêté, après, de faire des réseaux de neurones formels. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, personne ne faisait des réseaux de neurones formels parce qu'on trouvait que c'était absurde. Moi, j'ai fait de l'apprentissage. Alors, on a parlé 84, en fait, ma thèse, j'ai parlé en 83. Ma première thèse et ma deuxième thèse sur l'apprentissage en 87. C'était ma thèse d'État, et on faisait de l'apprentissage symbolique. Mais ensuite, en 86, vous voyez, juste au moment où je passais ma thèse d'État, il y a eu des équipes qui ont généralisé les algorithmes d'apprentissage du perceptron à ce qu'on a appelé la rétropropagation de gradients, ce qui a fait faire des progrès considérables. Et puis ensuite, il y a eu quelques années après, Yann Lequin, qui a généralisé ça à N couches, ça s'appelle l'apprentissage profond. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui a donné naissance, qui a donné un essor considérable à l'intelligence artificielle. Mais il y a eu d'autres essors avant. Moi, justement, au début des années 80, il y avait l'enthousiasme pour les systèmes experts, tout le monde faisait de l'intelligence artificielle. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, juste pour rappeler les dates. Après cela, il y a eu les grands modèles de langage qui se sont développés à partir de 2017 dans les laboratoires de Google, qui sont entraînés. Alors l'idée, c'est d'extraire l'esprit des langues dans un réseau de neurones formels où on met des phrases en entrée et des phrases en sortie, ce qu'on appelle de l'auto-encodage, et on fait ça à la fois sur d'énormes réseaux de neurones formels et avec des corpus considérables. Vous voyez, la taille des corpus ici, c'est de l'ordre de centaines de milliers de livres. Alors, pour donner une idée, le catalogue des livres et imprimés de la Bibliothèque nationale de France contient 14 millions d'exemplaires. Donc c'est à peu près un dixième, un vingtième de la Bibliothèque nationale de France. Et alors la deuxième chose, c'est que ces réseaux sont énormes. Il y a un nombre de connexions considérables. On arrive à des centaines, vous voyez ici, des centaines de milliers, de milliards de connexions. C'est vertigineux, c'est extrêmement gros. Alors, tout ça, bien sûr, ça a donné des résultats que nous connaissons, vous avez tous testé. Ça fait moins d'un an, d'ailleurs, vous vous souvenez, fin novembre 2022. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça fait une éternité. Tout le monde nous parle de ChatGPT, en nous expliquant qu'il y a une ingénierie, des prompts, etc. Mais c'est très, très récent. Et donc, bien sûr, on ne sait pas toujours encore qu'est-ce que ça va faire. Alors, tout ça, bien sûr, ouvre des champs d'opportunités extraordinaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, le web, tout le monde l'utilise, donc nous sommes un peu comme Monsieur Jourdain. Nous faisons tous de l'intelligence artificielle sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? L'économie du web, c'est basé sur la publicité ciblée, c'est l'intelligence artificielle. La biométrie, la reconnaissance faciale, et je sais qu'à Nice, il y a un grand intérêt pour la reconnaissance faciale, c'est lié à l'intelligence artificielle. La vision artificielle, la reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage, les résumés, les robots, et les bots, les véhicules autonomes, tout ça c'est de l'intelligence artificielle. Puis bien sûr, je n'énumérerai pas toutes les possibilités. Alors juste pour dire, ça transforme des disciplines, la médecine est transformée par l'intelligence artificielle. Et c'est pas simplement le diagnostic automatique, c'est aussi les systèmes d'information, l'extraction de connaissances, le diagnostic, la science médicale, les organes artificiels qui font appel à l'intelligence artificielle, les exosquelettes. J'insiste là-dessus pour dire, ce sont des champs d'opportunités extraordinaires. Vous l'avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président. Nous le savons, et puis là je n'ai parlé que de la médecine parce que je voudrais centrer mon exposé plutôt sur les questions éthiques, mais bien sûr, il y a énormément de possibilités ouvertes avec l'intelligence artificielle dans le domaine de l'environnement aussi, mais bien sûr dans beaucoup d'autres domaines. Alors, bien sûr, maintenant on va regarder quels sont les dangers. Alors, il en va de l'intelligence artificielle un peu comme dans la langue d'Ésope. Vous vous souvenez de cette fable, cet esclave extraordinaire qui, son maître lui a demandé « Fais-nous le meilleur repas du monde ». Vous en souvenez tous ? Alors je vais la répéter rapidement. Il lui demande le meilleur repas du monde et alors il dit « Pas de problème ». Le maître lui dit « Je te donne carte blanche ». Et bon, il fait un repas. En entrée, c'est de la langue. C'est bien. En premier plat, de la langue. En deuxième plat, de la langue. Le maître lui dit, mais quand même, je voulais un repas. Il dit, oui, mais en dessert, de la langue. Alors là, il dit, mais tu te moques de moi, je te demandais la meilleure des choses. Il dit, mais la langue, c'est la meilleure des choses au monde.
Vous êtes d'accord? C'est grâce à elle qu'on construit la société, la science, la civilisation, c'est la langue. Et ensuite, tout le monde rigole, et puis le maître lui dit, maintenant tu vas nous faire le pire repas du monde, parce que ça va être varié. Et donc, 15 jours après, les mêmes invités arrivent, et là, donc, on fait un repas, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, cet esclave? Et là, en premier plat, il y a de la langue. En deuxième plat, de la langue. Il dit, mais tu te moques du monde. Il dit, oui, mais la langue, c'est aussi la pire des choses. C'est ça qui est responsable de la guerre, de la discorde, de la diffamation, etc. Eh bien, il en va de même avec l'intelligence artificielle. C'est la meilleure des choses et c'est la pire des choses. Et bien sûr, il faut faire en sorte que nous en tirions le meilleur et que nous éloignions le mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme crainte? Oui, il y a eu des craintes ces derniers mois sur le développement de l'intelligence artificielle, et vous avez tous vu cette lettre ouverte écrite par un certain nombre d'entrepreneurs de l'intelligence artificielle, par des spécialistes du domaine de l'intelligence artificielle, qui nous dit qu'il faut faire un arrêt sur les recherches plus puissantes de GPT-4. Alors, c'était en mars, ça fait plus de 6 mois. Est-ce qu'on a arrêté? Non. D'accord? Donc ça n'a pas été très efficace. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse de texte. Parce que là, vous vous rendez compte que cet appel n'est pas fondé. Donc on vous explique qu'on va faire des systèmes dont l'intelligence rivalise avec l'homme, que ça constitue un changement profond dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors moi, je veux bien que ça change la société. Alors changer la vie, c'est quand même difficile. Est-ce que vous pensez que les paramécies vont être influencés par les robots bavards? Ça paraît un peu... Et ensuite, surtout, ce qu'on vous explique, c'est qu'il y a des esprits numériques dans ces machines, ou des esprits non humains. Alors ça, quand même, il faut... c'est excessif. Et puis ensuite, on vous dit, il va y avoir de l'intelligence artificielle générale. Alors, je ne voudrais pas rentrer pendant longtemps sur ce sujet, mais il faut bien comprendre que l'intelligence, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas général. C'est un ensemble de facultés cognitives. Et le but de l'intelligence artificielle, c'est de simuler ces facultés cognitives, indépendamment les unes des autres, éventuellement de les coordonner, etc. Mais il n'y a pas d'intelligence générale. L'intelligence, c'est pas une substance comme ça, puis vous comptez, vous dites, j'en ai tant, puis on va augmenter la puissance des machines, on va en avoir plus. Non, ça n'est pas ça. Et on le sait depuis longtemps, entre autres, parce que les résultats des sciences cognitives ont montré, avec les neurosciences, l'imagerie fonctionnelle cérébrale, que nos cerveaux, d'abord, sont différents d'un individu à l'autre, et d'autre part, que les zones qui s'activent à l'intérieur de nos cerveaux, lorsqu'on accomplit une certaine tâche, dépendent de nos connaissances, dépendent de notre aptitude. Ici, vous voyez, ce sont 2 cerveaux, en bas et en haut, qui écoutent de la musique. En bas, c'est quelqu'un qui n'est pas musicien, en haut, c'est quelqu'un qui est musicien. Et vous voyez que dans le cerveau d'un musicien, il y a énormément plus de choses, c'est-à-dire que pour lui, ça évoque beaucoup plus de choses, il y a un travail cognitif qui est beaucoup plus important. Là, ça veut dire que l'intelligence, elle est différenciée selon les individus, selon la culture, selon la génétique, etc. Donc il n'y a pas d'intelligence générale, et donc il n'y a pas d'intelligence artificielle générale. Donc tous ces fables, ce sont des... Alors, est-ce que... Bien sûr, si, comme je l'ai dit, il n'y a pas de danger de voir les machines tout d'un coup s'animer, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger avec l'intelligence artificielle. Non. Et c'est de ça maintenant je vais parler, c'est-à-dire de la réalité de ces dangers. Ce qui m'embête, c'est que on nous met un voile de fumée devant les yeux. Les grands acteurs de l'Internet, moi j'appelle ça des pompiers pyromanes. C'est-à-dire que c'est eux qui réalisent l'intelligence artificielle, ils nous disent « elle est dangereuse ». Et ce que je crois, c'est que l'intelligence artificielle peut avoir des effets néfastes, mais c'est nous qui la maîtrisons et ça dépendra de nous. Alors, ce sont les utilisations de l'intelligence artificielle qui risquent de transformer la société si elles sont mal utilisées. Alors là, je vais citer un exemple, le crédit social en Chine, vous savez ce dont il s'agit. Ce sont des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de suivre en temps réel, dans certaines villes, les activités des citoyens et de leur mettre des bons ou des mauvais points. Et puis, à la fin, il y a un score. Et ce score a un effet considérable, puisque ceux qui ont un score très bas n'ont plus accès aux services publics, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'université. C'est quelque chose de vraiment tragique. Donc ça, bien sûr, ce sont des applications problématiques de l'intelligence artificielle.
On nous parle des biais des systèmes d'intelligence artificielle, hein, et là, vous avez par exemple des travaux qui ont été réalisés aux États-Unis où on nous a montré que les systèmes d'intelligence artificielle entraînés pour faire de la reconnaissance faciale avaient des taux d'erreur qui étaient plus importants sur les femmes noires que sur les hommes blancs. Alors bien sûr, ça fait très peur parce qu'on se dit, mais ça peut poser des problèmes. Alors, il convient de rentrer plus dans le détail de l'article en question. Hein, est-ce que le système d'intelligence artificielle est biaisé ? Est-ce qu'il y a intentionnellement eu la volonté d'avoir des résultats faux? Dans le cas dont il s'agit, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Et puis surtout, la question, c'est est-ce que cela induit une discrimination? Parce que si vous avez un système qui est biaisé, ben, il se peut que ça ne pose pas de problème. Et en l'occurrence, ça n'induit pas vraiment de discrimination, parce que c'était un système, si vous regardez bien, qui conduit à faire de la différenciation en genre. C'est-à-dire, il essaye de déterminer qui est un homme, qui est une femme. Ça veut dire que les femmes noires, on les prend plus souvent pour des hommes que des femmes. Est-ce que ça pose vraiment un problème pour ces femmes noires? Alors, on vous explique, ah ben oui, parce qu'aux États-Unis, on va arrêter plus les gens. Non, pas là-dessus. Hein. Alors, bien sûr, si on utilise des systèmes de reconnaissance faciale pour faire de l'identification dans la rue et qu'à ce moment, on arrête juste sur la foi du système, ça peut être problématique, mais vous voyez, ça dépend de l'utilisation que l'on fait avec ces systèmes. Et ici, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a la reconnaissance faciale, c'est compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une chose. Ça peut être le système paraphe, c'est-à-dire l'identification, l'authentification, pardon. L'identification, ça fait on vous reconnaît dans la rue, et la classification, c'est-à-dire qu'on regarde par exemple quel est votre genre, ou etc. Donc, oui, ce qui importe, c'est de bien comprendre que les dangers de l'intelligence artificielle, ils doivent être examinés avec beaucoup de perspicacité, parce que souvent on se trompe, on a peur là où il n'y a pas de risque, et en revanche, on laisse faire là où il peut y avoir des problèmes. Alors vous avez bien sûr aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et surtout avec l'intelligence générative, des problèmes. Alors je ne sais pas si on peut voir ce qui est... Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Ne croyez pas ce que vous voulez voir. Bien sûr que c'est... Il est beau. Alors, non seulement on a affaire aujourd'hui à des informations totalement fausses, ce que l'on voit de nos yeux, ce que l'on tente de nos oreilles, il faut s'en méfier. Mais en plus, et je crois que c'est le plus problématique, c'est que l'intelligence artificielle permet de profiler. Ça veut dire que non seulement il y a énormément d'informations fausses, mais en plus, on va cribler la population, c'est-à-dire qu'on va passer au tamis, et à chaque segment de la population, on va lui adresser les informations qui lui conviennent de façon à manipuler l'opinion. Et on nous enferme dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Vous avez un très beau livre ici, je le cite, c'est un livre qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». On est un peu comme des poissons rouges dans des bocaux. Et bien sûr, quel est l'effet? Je pense que c'est vraiment essentiel. C'est que pendant longtemps, l'information avait pour but de centraliser les choses. Peut-être vous vous souvenez de Marshall McLuhan, c'était un théoricien des médias qui s'était beaucoup intéressé à ce qu'il appelait les médias électriques. Il pensait que les médias classiques, bizarrement, les médias, la galaxie Gutenberg, avaient conduit au grand totalitarisme du XXe siècle, et selon lui, l'écrit échauffait les esprits. Et il pensait que les nouveaux médias, les médias cool, c'est-à-dire qui équilibraient toutes les sensations, ça nous fait rigoler aujourd'hui, et en particulier la télé, c'était super parce qu'on allait être moins dogmatique. Et son idée, c'est que, par exemple, la télé, c'était un peu le tam-tam du village global. C'est-à-dire que le soir, à 20h, tout le monde venait et puis on écoutait. C'était l'idée de centralité de l'information. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les médias électroniques? C'est tout l'inverse. Les nouveaux médias sociaux, ça accroît la fragmentation de sociétés déjà fragmentées. Nous avons chacun l'information qui nous convient, ce qui est beaucoup plus confortable, mais ce qui a des effets absolument désastreux sur la société elle-même, parce que nous ne pouvons plus nous comprendre, l'espace public disparaît. Et je voudrais citer
l'ouvrage d'un très grand philosophe, Jürgen Habermas, qui a joué un rôle central dans la communauté européenne, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la délibération collective. Et justement, il s'inquiète beaucoup. Il a écrit il y a 2 ans cet ouvrage, Démocratie délibérative, le tournant. C'est-à-dire qu'il comprend bien qu'avec les réseaux sociaux, il y a un changement de fond qui s'opère à l'intérieur de nos sociétés, parce que nous avons du mal à échanger et à délibérer. L'espace public disparaît. Alors, non seulement, donc, vous avez ces problèmes qui se posent, mais vous avez aussi on a parlé des GAFAM tout à l'heure, et alors j'ai utilisé ici un terme, la charité ensorcelée. Peut-être que ça rappellera quelque chose à certains d'entre vous. Ça vient de Arthur Rimbaud, vous vous souvenez, La saison en enfer, hein, dans Délire, il parle de la charité ensorcelée. Alors je trouvais que le terme est tout à fait emblématique de ce que font les géants du web. Oui, par exemple, Elon Musk, il nous dit l'intelligence artificielle est dangereuse. Je vais vous aider. Et pour vous aider, je vais vous mettre des puces dans la tête. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'apprendre. Ça va augmenter votre mémoire. Comme ça, les élèves, ils n'auront plus besoin de passer 10 ans à apprendre les verbes irréguliers anglais, les déclinaisons latines. Ils chargeront le beau module. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une véritable libération d'esprit ? C'est une question. Et il pourra mettre ce qu'il veut dans la tête. Le même Elon Musk, qui a signé la pétition, le moratoire que je vous ai montré tout à l'heure, pour arrêter les recherches sur ChatGPT, nous a dit « Ah oui, il faut arrêter », puis 15 jours après, il nous a dit « Mais moi, je vais développer un autre agent conversationnel, mais celui-là, il ne va pas être woke comme ChatGPT, il va vous dire la vérité. » Il a appelé TruthGPT. La Pravda, selon, j'allais dire Saint-Musk, mais en tout cas, moi, je sais que ça me fait un tout petit peu peur. Je ne sais pas si... Alors là, je vais citer un autre acteur qui est moins flamboyant, IBM. Ce sont des mormons, c'est sérieux. Et donc, en 2020, au moment de... Vous vous souvenez, le mouvement Black Lives Matter, ils nous expliquent qu'ils vont se retirer du marché de la reconnaissance faciale parce que ça conduit au profilage racial et que c'est dangereux, que ça restreint les libertés. On se dit, ils sont formidables. Il se trouve qu'on est en train de terminer un avis sur la reconnaissance faciale dans le comité pilote d'éthique du numérique, et je cite IBM, et au moment de le relire, à la rentrée, une collègue me dit, mais tu n'as pas vu? Non, je n'avais pas vu parce que c'était Paris fin août, c'était en septembre. Et ce qui s'est passé, c'est que IBM a décidé de signer un contrat de 69,8 millions de dollars avec le gouvernement britannique pour créer une plateforme qui utilise de la reconnaissance faciale. Donc vous voyez, quand je parle de charité ensorcelée, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Et ils nous ont pas dit, ils nous ont pas expliqué que, effectivement, voilà. Alors, quel est l'enjeu? Derrière, je crois qu'il y a un enjeu politique majeur. Ces grands acteurs de l'Internet, non seulement ont des capitalisations qui défient toute concurrence, ils ont eu des réussites extrêmement rapides, mais à mon sens, ils essayent de défier les États, c'est-à-dire qu'ils veulent assumer à la place des États les différents attributs de la souveraineté. Et moi, j'ai repris les attributs régaliens, la sécurité intérieure, la justice, la finance, la diplomatie, la défense, et ils essayent d'assumer ces attributs, chacun d'entre eux. Alors, vous allez me dire, la sécurité intérieure, oui, parce qu'ils font, par exemple, la reconnaissance faciale, la justice, parce qu'il y a tout un tas de travaux sur la justice prédictive, etc. La finance, le Bitcoin, par exemple, celle que les États attribuent de la souveraineté, c'est le privilège de battre monnaie. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Le dernier, c'est la défense. Alors, au début, moi, je me disais, non, c'est pas possible. La défense, on n'imagine pas des chars Google. Oui, mais parce que moi, j'avais une vieille idée de la défense au début. Je pensais que la défense, c'est terre, air, mer. Mais aujourd'hui, c'est terre, air, mer et terre, sur les réseaux. Et là, effectivement, ces grands acteurs, non seulement utilisent des armes défensives pour se protéger, mais aussi des armes offensives pour prendre des mesures de rétorsion. Et là, les États sont très démunis. Donc, vous comprenez bien, ce sont ces enjeux politiques majeurs qui sont ceux d'aujourd'hui. Alors, ensuite, bien sûr, la question, c'est la question de l'éthique, puisque c'est de ça dont on va parler. Comment fonder l'éthique? Alors là, je rappelle, l'éthique, ça vient de ethos, qui veut dire mœurs, en grec, mais qui veut dire aussi étable. Alors pourquoi? Parce que l'étable, c'est là où les animaux reviennent chaque soir. Et c'est donc le lieu de l'habitude. Et effectivement, le fondement,
l'éthique, c'est la philosophie pratique, hein, c'est-à-dire l'art de se conduire. Et cet art de se conduire, eh bien, il se fonde soit sur la rationalité, c'est la philosophie, c'est Aristote par exemple, l'éthique à Nicomaque, mais c'est aussi la tradition. Et donc vous avez deux sources. Et là, par exemple, vous voyez, je cite un philosophe français du XXe siècle, Henri Bergson. Et donc, quand il écrit les deux sources de la morale et la religion, c'est bien de cela dont il parle. Il faut bien comprendre qu'il y a ces deux sources. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes dans un nouveau monde, une société totalement hyper-connectée. Et on peut se demander, mais comment fonder la morale? Alors, les traditions, est-ce qu'on peut fonder la morale sur les traditions aujourd'hui? C'est impossible, parce que ce que nous vivons, nos pères ne l'ont jamais vécu, et nos enfants, ils vivent des choses que nous n'avons jamais vécues. D'ailleurs, en plus, souvent, ils sont en avance sur nous, parce qu'ils connaissent de nouveaux réseaux que nous ne connaissons pas. Donc les traditions, ça ne suffit pas. Les préceptes. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des préceptes? Oui, ici, c'était les lois, le décalogue. C'est un moment symbolique où les hommes reçoivent les lois de Dieu. Mais le problème, c'est que ces préceptes, ils sont liés à une tradition, ils sont liés en tout cas à une culture. Or aujourd'hui, le numérique est mondialisé et donc on a vraiment du mal. Alors on peut se dire, on peut avoir des principes. Alors les principes, bien sûr, on peut utiliser les droits de l'homme, on peut utiliser l'utilitarisme, etc. Mais est-ce que ça suffit? Et effectivement, ça n'est pas toujours pertinent. Parce que les droits de l'homme, quand on regarde bien, même s'il y a une tentation de fonder l'éthique sur les droits de l'homme, ça ne suffit pas. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réunir un peu sur... je vous avais parlé tout à l'heure de Jürgen Habermas, dans le cadre mondial. On s'est dit, on va mettre ensemble les hommes de bonne volonté pour faire des chartes éthiques. Et là, depuis 2016, il y a eu une prolifération incroyable de chartes éthiques. Vous voyez, par exemple, ici, on a compté, à fin de mai 2019, un article recensait 84 chartes éthiques. En 2022, 350. Et maintenant, il y en a encore plus. Et ces chartes, en plus, elles donnent des recommandations et des principes. Il y en avait 62 en 2019, 521 en 2022. Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont redondants, mais bon, vous savez, moi je suis ingénieur au départ de formation, et si on doit avoir en tête les 521 recommandations avant de commencer à travailler, vous êtes sûr que notre imagination, elle est totalement stérilisée. Trop de principes, donc. Trop de principes, et non seulement trop de principes, mais ces principes sont contradictoires. Et c'est la nature même de ces principes que d'être contradictoires. Par exemple, je suis sûr que vous êtes tous pour la protection de la vie privée. Mais vous êtes tous pour la transparence. Et vous ne croyez pas qu'il y a une tension entre les deux? De même, je suis sûr que vous êtes tous contre la discrimination, j'espère. Mais il y en a pas mal qui sont parmi vous pour une politique inclusive. Et comment vous faites pour avoir une politique inclusive avec plus de femmes si vous ne discriminez pas? Alors voilà, bien sûr, ce sont ces questions qu'il faut poser aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant essayer, à partir de tous ces préliminaires, vous demander, mais comment faire? Et pour ça, j'ai pris deux allégories qui me semblent emblématiques des différentes solutions. La première allégorie, c'est Thémis. Vous la connaissez? C'est la déesse de la justice. Elle a deux attributs. Elle a un bandeau, en gage d'impartialité, et elle a une balance. Et c'est bien sûr ce qui est à l'origine de la réglementation, des lois, des normes. Les juristes ici, vous le savez bien. Et justement, nous avons un certain nombre de réglementations. Donc, on les a nommées tout à l'heure. Vous avez vu le RGPD, vous avez eu le DMA, le DSA, Digital Service Act, puis il y en a d'autres. Et le petit dernier, c'est le AI Act. Alors, la difficulté, par exemple, l'idée du Digital Service Act, c'est de faire en sorte que la loi commune s'applique sur le cyberespace. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la loi commune, c'est vous avez une totale liberté d'expression, sauf que vous n'avez pas le droit de diffamer, vous n'avez pas le droit, là je parle devant des juristes, on n'a pas le droit d'inciter à la haine, on n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a des limites, bien sûr, à la liberté d'expression. Alors, l'idée, c'est que dans l'espace commun, quand un journal publie des choses qui ne sont pas bien, et bien à ce moment, on va attaquer le directeur du journal. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec Twitter? Parce que Twitter, il y a 500 millions de tweets par jour. Alors l'idée, c'est que, bien sûr, raisonnablement, on ne peut pas demander aux acteurs du numérique d'être responsables de tous les contenus qui passent sur eux. Mais il faut essayer de trouver un certain nombre d'obligations, et c'est ce qu'a essayé de faire le DSA. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce qu'ils appellent des signaleurs de confiance, qui vont rapporter des contenus qui sont
problématique. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que l'opérateur soit capable de retirer ses contenus. Et puis, il y a des audits, etc. Enfin, il y a tout un tas de procédures. Mais bien sûr, tout cela, hein, on l'a vu dernièrement. Donc, c'était l'idée au moment, vous savez que quand Elon Musk a racheté Twitter, il a dit « j'ai libéré l'oiseau ». Il pensait à l'oiseau bleu de Twitter. Et juste après, quand le DSA a été signé, Thierry Breton a dit « en Europe, l'oiseau volera avec nos propres règles ». Mais malheureusement, vous avez vu ce qui s'est produit après les massacres en Israël. Et à ce moment, on a vu que Twitter a diffusé un certain nombre de vidéos de propagande du Hamas. Et là, bien sûr, il y a eu un tweet assez cinglant de Thierry Breton qui a dit que, bien sûr, on avait des éléments qui nous laissaient entendre que Twitter n'avait pas joué le jeu là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? C'est une question ouverte. Alors moi, ce que je peux dire, c'est nous, en tant qu'informaticiens, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir à la fois ce qu'on appelle l'éthique by design. By design, ça veut dire délibérément, ça veut dire qu'au début, on va faire en sorte qu'il va y avoir un certain nombre de principes pour réaliser des systèmes, principes d'équité, principes de transparence, principes de protection de la vie privée. Et puis je travaille, alors là ce sont mes travaux de recherche, j'en parlerai pas ici, mais je crois que c'est important de les nommer, sur ce qu'on appelle l'éthique computationnelle, c'est-à-dire d'avoir sur les systèmes d'intelligence artificielle qui prennent des décisions, des superviseurs éthiques qui vont faire en sorte que les machines ne soient pas éthiques en tant que telles. Si on reprend la distinction kantienne entre agir par devoir et agir conformément aux règles du devoir, la machine ne sait pas ce qu'elle fait, donc elle n'agit pas par devoir, mais elle agit conformément à un certain nombre de règles, et c'est ce qu'on fait dans nos laboratoires de recherche. Et puis maintenant, je voudrais terminer sur la régulation européenne. On en a parlé, elle est fondée sur la notion de risque. Il y a 4 niveaux de risque. La régulation sur l'intelligence artificielle, les risques inadmissibles, qui sont interdits, les risques élevés, sur lesquels il y a des régulations extrêmement contraignantes, les risques modérés, qui ont des petites contraintes de transparence, et les règles faibles. Alors moi, j'ai regardé les risques inadmissibles. Et les risques inadmissibles, il y en a 3. Donc ça, c'est assez simple, parce que c'est un pavé. Le premier risque inadmissible, c'est les techniques subliminales. On vous dit, oui, ça c'est vrai que c'est inadmissible. Sauf que les techniques subliminales, est-ce que vous savez d'où ça vient? Vous vous souvenez pas? Alors, c'est un publiciste qui s'appelle James Fugari, qui en 1957 a expliqué que si on mettait une image toutes les 25e de seconde, ça ne parvenait pas à la conscience, mais que ça influençait. C'est-à-dire qu'on vous dit, mangez des pop-corns, buvez du coca, et bien à ce moment-là, il a dit, il y a 50% d'augmentation des ventes de pop-corn et 18% d'augmentation des ventes de coca. Alors, tous les publicistes aux États-Unis étaient enthousiastes. Beaucoup de gens étaient traumatisés, parce qu'on se dit on va avoir des influences qui n'arriveront pas à la conscience, on ne pourra pas les discuter. Le problème, c'est que des psychologues ont essayé de refaire l'expérience. Et ils n'y sont jamais arrivés. Et ensuite, en 1962, James Fugari était obligé d'avouer qu'en fait, il n'avait jamais conduit ces expérimentations. Le problème, c'est que là, vous avez une loi, en 2023, qui nous explique qu'on condamne des techniques qui n'existent pas. Ce qui pose quand même des petits problèmes philosophiques. Deuxième chose, les systèmes de notation sociale. Je vous ai parlé du crédit social, et bien sûr, on conçoit que ce soit inadmissible. Alors le problème, c'est que moi, quand j'ai entendu, j'étais à Saint-Raphaël, pas très loin d'ici, et j'entends, il y a quelques mois, une juriste qui me dit « Ah ouais, on a interdit la notation, c'est inadmissible, etc. » Et moi, je me gratte la tête, je me dis « C'est bizarre, parce que les banques, quand vous demandez un crédit, il y a une notation, d'accord ? Et puis, Uber, il vous note, tout le monde note tout le monde aujourd'hui. » Alors, j'ai regardé dans le détail et je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a plein d'exceptions pour toutes les banques, les sociétés privées, parce que tous les acteurs qui ont pu faire du lobbying l'ont fait, et donc il y a des exceptions. Mais alors, j'ai trouvé... Alors, les seuls qui ne peuvent pas faire du lobbying, en Europe, c'est qui? Ce sont les administrations, ce sont les États, d'accord, les autorités publiques. Là, ils n'ont pas le droit, vous êtes d'accord? Alors, il y a quelque chose qui est formidable, c'est un système de notation qui est extrêmement impopulaire, que vous connaissez tous, je ne sais pas, vous savez ce que c'est, et qui donc va être interdit. Alors, je vous le donne tout de suite, c'est le permis à points. Vous êtes d'accord, c'est un système de notation. Il fait appel à l'intelligence artificielle quand vous êtes flashé sur la route, c'est l'IA qui détecte votre... Et donc ça va être interdit normalement.
Je ne suis pas certain que ce soit vraiment interdit. Mais c'est pour que vous compreniez les difficultés. Et puis la troisième, c'est la biométrie en temps réel. Avec les Jeux Olympiques, vous voyez qu'il y a une exception pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire, ce sont des règles. Alors pour moi, en tant que logicien, c'est des règles qui ont toutes des exceptions et certaines règles ne s'appliquent jamais. Donc c'est un cauchemar de logicien, en tout cas. Avec Fabien, Alors, ensuite, on va aller à l'autre bout de la chaîne. Qu'est-ce que c'est que les risques faibles? On se dit, ah ben ça c'est des applications cool de l'IA. Et là, vous avez de risques faibles, les filtres à spam. Alors moi, les filtres à spam, vous voyez ce que c'est, c'est de la censure. Alors, qu'il n'y ait pas de transparence sur les filtres à spam, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Parce que ça veut dire que votre opérateur, il peut décider de lui-même que tout d'un coup, il élimine toutes les critiques qui sont faites sur l'opérateur. Donc, là encore, vous vous rendez compte que vous avez une législation qui est extrêmement rigide, et puis, au contraire, sur certaines choses, très laxiste. La deuxième chose, d'ailleurs, l'exemple de risque faible, c'est les jeux vidéo. Alors, comme on connaît les addictions sur les enfants, on se dit que non, c'est pas vraiment quelque chose qui est un risque faible, et on aimerait bien en savoir plus. Alors, dernière chose, c'est les chatbots. Les chatbots, donc, dans la première version, c'était considéré comme un risque modéré à faible en 2022. C'est la Commission européenne qui a fait ça. Et puis ensuite, elle a passé le bébé, je peux m'exprimer ainsi, au Parlement européen, qui a émis un certain nombre d'amendements, qui a travaillé dessus. Et puis là, il y a le cataclysme, novembre 2022, avec ChatGPT. Et là, tout d'un coup, les chatbots qui avaient l'air totalement anodins sont devenus extrêmement problématiques. Et on a introduit une réglementation spécifique, mais alors là, qui est diabolique sur les LLM en 2023, qui fait que on va plus pouvoir les utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, ça peut poser des problèmes. Aujourd'hui, le Conseil des ministres est opposé à l'AI pour cette raison-là, parce qu'ils souhaitent que les industriels européens puissent quand même rentrer dans la course internationale et qu'ils ne soient pas piégés. Mais vous voyez, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que le principe même qui est appliqué sur la régulation pose problème. Il ne faut pas être contre la régulation est utile, mais elle est importante. Alors, il y a une deuxième chose qui importe pour l'éthique, c'est tirer les leçons du passé. La prudence. L'intelligence artificielle, digne de confiance, vous aviez un rapport européen qui vous parlait de toute la réflexion pour essayer de s'assurer que les programmes d'IA soient robustes. Comment assurer la validité des programmes? Alors, quand on est un informaticien, on sait que assurer la validité d'un programme, c'est assez difficile, on fait de la preuve de programme. Pour ça, on a ce qu'on appelle des spécifications, c'est-à-dire la relation entre les entrées et les sorties du programme. Et ensuite, on essaye de prouver que pour chaque entrée, on a la bonne sortie. Le problème, c'est qu'en intelligence artificielle, il n'y a pas de spécification. C'est extrêmement difficile. Par exemple, si vous faites... moi, j'ai travaillé... Enfin, il y a des gens qui ont travaillé sur les outils qui essayent de déterminer la pathogénicité de grains de beauté. Là, vous prenez plein d'images de grains de beauté, et puis vous demandez à un médecin de vous dire quels sont ceux qui sont malins, quels sont ceux qui sont bénins, et à partir de ça, vous apprenez à une machine de le faire. Mais le médecin, il n'est pas capable de vous dire quelles sont les règles, donc vous n'avez pas de spécification. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut utiliser des exemples étiquetés, faire des tests, et bien sûr, essayer d'avoir une bonne répartition des exemples. Alors ça fait l'objet de tout un tas de travaux. Ensuite, essayer de faire des variations sur des exemples pour s'assurer qu'il y ait une stabilité aux petites perturbations. Par exemple, vous mettez un point blanc, vous changez, vous les faites tourner, etc. Et puis ensuite, essayer d'avoir de la sémantique, c'est-à-dire savoir sur des images, par exemple, quelle est la partie de la photo qui est prise en considération. Vous voyez, par exemple, si vous essayez de catégoriser des animaux, des loups, et que vous vous rendez compte que la partie de la photo, c'est le fond parce que c'est blanc, vous vous rendez compte que c'est la neige, bien sûr que c'est absolument pas ce qu'il faut. Donc voilà, c'est tout ça. Alors, on n'est pas démunis en tant que scientifiques face à cela, mais ce n'est pas facile. Alors, pour essayer de reprendre une deuxième allégorie, et je vais terminer là-dessus, c'est l'allégorie de la prudence. La prudence, c'est quoi? C'est le fait d'être capable de regarder le futur, mais en se souvenant un peu du passé. Alors, j'aime bien cette allégorie de la prudence, vous voyez, de façon traditionnelle, c'est une femme qui regarde dans un miroir, parce qu'elle regarde le passé, elle regarde devant et dans le passé, et elle a un serpent, ça veut dire qu'elle connaît, c'est la connaissance. Alors, je vais maintenant conclure. L'éthique, je vous ai dit ce que c'était, je vais dire les problèmes, la réflexion, mais l'éthique, je pense que c'est certainement un tout petit peu... La loi est importante pour l'éthique, mais ce n'est pas seulement la loi. D'ailleurs, la loi, elle se fonde aussi sur l'éthique. Donc, ça n'est pas la seule loi, ça n'est pas non plus la seule prudence, c'est aussi autre chose, c'est l'ouverture au présent.
L'éthique, c'est d'accueillir ce qui arrive. Nous l'avons vu, malheureusement, ces dernières années, le présent nous a surpris. Pour plutôt le pire d'ailleurs que le meilleur. Vous vous souvenez, la pandémie, l'incendie de Notre-Dame, la guerre en Ukraine, les massacres du Hamas. Enfin, je n'énumère pas tout parce que les inondations, etc. Donc nous savons que nous sommes déstabilisés. L'éthique se pense face au chaos, face au sens ce qui arrive sans qu'on le prévoit. C'est le chaos au sens de la théorie mathématique du chaos. Vous savez que c'est la théorie des systèmes instables et donc imprévisibles. Et donc qui sont ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est le fait qu'une petite variation des conditions initiales fait que vous avez des variations extrêmement grandes dans la trajectoire du système. Et c'est bien sûr le présent est d'abord chaotique. Et l'éthique, c'est quoi ? C'est d'être capable de faire face à ce chaos. Alors pour ça, je voudrais conclure par un discours qui a été prononcé par Jacques Derrida en 1994, donc 5 ans après la chute du mur. Et là, il était invité à la Sorbonne à parler du monde qui vient. Il était avec Alain Minc qui a fait un exposé de prospective tout à fait remarquable. Et Derrida a dit, moi je suis beaucoup moins compétent, mais je vais vous expliquer. Et donc il nous a dit, voilà, il a parlé de philosophie. Il a dit, qu'est-ce qui vient ? Donc la réflexion philosophique. Et il a dit, c'est là où il a parlé du chaos, c'est la forme de tout avenir comme tel, de tout ce qui vient. Et il a terminé avec une étymologie fantaisiste qui rapproche chaos en grec de keino. Keino, c'est la forme de la bouche ouverte, comme ça, bouche bée. Et il dit justement l'éthique, c'est de ne pas rester mutique face au chaos. Alors c'est là-dessus que je voudrais conclure, et puis citer mon dernier livre, Servitude virtuelle. Vous avez parlé de l'asservissement, justement, ces nouvelles formes de servitude qui sont un peu étonnantes parce que personne ne pense... Vous voyez, pendant longtemps, quand Étienne de la Boétie a écrit son discours de la servitude virtuelle, lui, il parlait des cachots, des prisons, des hallebardes, des gardes des palais. Il disait, mais tout ça, si on veut vraiment, on peut s'en affranchir, on peut renverser les tyrans si un peuple est déterminé. Aujourd'hui, on est dans un drôle de monde parce que ces servitudes, elles sont plus matérielles, mais elles sont aussi fortes. Et j'ose espérer que nous pouvons aussi renverser ces nouveaux tyrans. Merci. Merci beaucoup, professeur Jean-Gabriel Ganassia, pour cet exposé et ces réflexions pleines d'allégories, d'humour et de surprises qui nous ont régalés. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette soirée consacrée à l'IA et à la réglementation européenne avec notre Thémis à nous. Elle s'appelle Marina Teller. Elle est professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur, mais elle n'est pas que ça, elle est surtout directrice de la chaire 3IA et experte en IA et éthique. Donc on est au cœur de sujet avec vous, Marina. Alors on l'a vu, c'est compliqué de définir l'éthique, c'est compliqué de définir par rapport à l'éthique l'intelligence artificielle. Il y a les usages qui se greffent par-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est bien raisonnable et c'est bien concret de pouvoir parler de régulation de l'IA jusqu'au droit? Alors, question très compliquée, d'autant plus que je ne suis pas spécialisée en éthique. Je ne suis que juriste. Ça, c'est dommage. Mais je crois que justement, c'est pas un impensé. C'est-à-dire qu'on est juriste ou éthicien, et puis ceux qui sont les deux, ils sont tellement rares qu'on ne les trouve pas vraiment en réalité. Je pense que c'est deux mondes différents. C'est clairement deux mondes différents. Est-ce que c'est le raisonnable? Est-ce qu'il est temps de penser la régulation? Alors, c'est deux questions différentes. Est-ce qu'il est temps, de toute façon, la question ne se la pose plus parce qu'elle est présente. Donc, on a cette fameuse pyramide que le professeur Ganassia a montrée, les risques inacceptables, les risques minimes, etc. Donc, on a déjà du droit qui existe. Après, et c'est peut-être ça sous-entendu dans la question, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est la bonne manière de procéder? Et alors là, il faut débattre. Il faut débattre pendant, je dirais, au-delà des 5 minutes de la table ronde. Parce que la difficulté qui est devant nous, c'est qu'on a des phénomènes de perturbation extrêmement forts de la société. Et ce n'est pas que le numérique. C'est aussi une sorte de grande aspiration par un phénomène de financiarisation que l'on voit très bien dans le numérique,
mais qui dilue, je dirais, l'espace-temps, qui dilue l'espace même matériel, c'est-à-dire qu'on est dans des phénomènes de masse et dans des phénomènes instantanés et transfrontières. Et c'est vrai que ces phénomènes-là, juridiquement, on a extrêmement du mal à les appréhender, parce que le droit, il est territorial. Dans le meilleur des cas, il est international, mais on voit bien que depuis les 15 dernières années, le droit international marche très mal. Inutile de parler de l'actualité, hein, chacun verra très bien pourquoi le droit international et pourquoi les instances de dialogue international aujourd'hui ne fonctionnent plus. Donc on a des phénomènes de masse transnationaux qu'on ne sait plus véritablement appréhender avec nos outils classiques. Et c'est aussi pour ça, c'est en creux, comment comprendre le pouvoir aujourd'hui vertigineux des GAFA. C'est aussi en creux, je dirais, l'inefficacité aujourd'hui des États à pouvoir poser des règles. Alors quand c'est fait, évidemment que ce n'est pas satisfaisant. Mais peut-être ce que je pourrais ajouter à la très belle présentation qui vient d'être faite, je suis une des premières à être très critique sur cette fameuse pyramide de la Commission européenne. Mais je pense que là aussi, il faut avoir un peu la vision du long terme. C'est-à-dire qu'entre ça et rien, quid? Qu'est-ce qui est le mieux? Et je ne suis pas certaine. Alors évidemment, le texte, il est loin d'être parfait, mais je crois que ce n'est pas un texte qui a vocation à être parfait. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un texte, encore une fois, qui répond à une opportunité économique. Et je n'entrerai pas dans le détail, mais le fondement textuel de cette pyramide normative, c'est l'article 124 du traité sur le fonctionnement de l'UE, c'est une réglementation pro-business, pro-marché. C'est-à-dire que la préoccupation de la Commission européenne, c'est de dire comment mettre sur le marché des systèmes d'IA qui pourront avoir le label CE. Et eh bien, on a tout un process, un déroulé de règles de compliance, etc. On n'est pas dans une problématique de droits fondamentaux. C'est-à-dire que les vrais textes qui prendront à bras-le-corps la question des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et de comment on protège les individus face au péril envisageable des différents systèmes d'IA, ces textes-là, on les attend. Ils viendront du Conseil de l'Europe, ils viendront d'autres instances, mais c'est certainement pas cette pyramide normative. Les exemples qui ont été relevés le montrent très bien, mais je dirais c'était simplement pas l'objet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle du droit, ces sujets-là sont complètement neufs. Ils sont tellement neufs qu'on est démunis. Et peut-être aussi que ce à quoi il faudra nous résoudre, c'est de penser autrement la manière de poser des règles. C'est-à-dire que ce que l'on pouvait faire dans l'ancien temps avec nos fameux concepts, la responsabilité, la causalité, le contrat, peut-être que ça ne suffit plus. Certains auteurs proposent notamment, pour faire face au projet fou d'Elon Musk, de proposer de nouveaux droits fondamentaux à l'ère des neurosciences pour protéger l'intégrité du cerveau, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. C'est plus simplement on protège la vie privée, mais c'est comment véritablement protéger l'intégrité cérébrale des personnes, le fait que demain, on va pouvoir hacker le cerveau des individus. Donc ça, c'est quand même des sujets qui sont absolument majeurs. Et donc, si on pose l'équation en ces termes, bien sûr qu'il faut du droit, absolument. Et bien sûr qu'on fera des erreurs, absolument, parce qu'on apprend en marchant. Donc, je ne voudrais pas en dire trop, parce qu'il faut que la parole circule. Juste une dernière question pour compléter un petit peu. Le fait d'avoir, nous, en Europe, des règles plus strictes, imposées par un droit plus strict, est-ce que ça n'est pas freiner l'innovation et prendre le risque de ne pas entrer dans la mondialisation de l'économie et de prendre du retard sur les autres, et donc de creuser le trou technologique entre les autres pays qui sont moins éthiques et moins réglementaires que nous, et puis nous, avec une bonne conscience? Alors, ça, c'est une remarque qu'on entend très souvent. J'aurais une première réponse cynique qui consiste à dire que de toute façon, la bataille technologique, on l'a déjà perdue. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la norme. Et ça, en Europe, on est bon là-dessus. Ça, on sait faire.
Donc, d'un point de vue très cynique, battons-nous avec les armes que l'on connaît, sur lesquelles on est des champions. Donc, c'est pas idiot de dire qu'on est leader dans ce qu'on appelle le Brussels Effect, c'est-à-dire on est les premiers à poser des règles, et ça va tellement enquiquiner le reste de la planète qu'on va être copié. Et on peut prendre le modèle du RGPD. Quand le RGPD en 2016 arrive, on entend tous les cris d'orfraie, l'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied, etc. La Californie a fait son RGPD sur le modèle du RGPD européen. Même les Chinois ont fait un RGPD, alors à la chinoise, hein, c'est pas le même que le nôtre, mais ça veut dire que quand même, on peut être aussi un leader d'opinion quand on n'est pas un leader technologique. Et ça, c'est quand même pas tout à fait neutre. Et puis, je crois aussi qu'il faut être très pragmatique. Hein. Si on s'imagine que les textes qui sont posés sont des textes qui vont geler l'innovation, c'est qu'on les a très mal lus. C'est au contraire des textes, et c'est pour ça que moi je suis très critique sur ces textes, ce sont des textes qui en réalité vont se défausser complètement sur le secteur privé, puisqu'on va demander à des acteurs privés de faire l'analyse de risque, et donc on va avoir, et ça c'est un très beau boulevard pour l'audit algorithmique, hein, mais on va avoir besoin d'acteurs privés qui vont venir mettre le label et dire que le système d'IA qui est mis sur le marché correspond bien à la norme XYZ posée, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est la fin des principes généraux du droit en termes de grandes valeurs, en termes d'objectifs, et c'est une forme de privatisation de la régulation. Donc, les deux maîtres mots pour comprendre ce qu'il y a devant nous, c'est d'abord la standardisation technique, parce que, comme ça a été relevé, on est dans un maillage de normes qui est extrêmement complexe. Donc, on va avoir besoin de standards. Qui mettra ces standards sur le marché ? Ce seront des grands acteurs de la standardisation, le NIST américain, des grands acteurs qui sont déjà leaders sur le sujet, mais c'est plus du droit, ou en tout cas c'est une certaine forme de normativité privée, et ça veut donc dire que ce sont des acteurs privés qui vont normer le sujet. Et puis, comment se feront les contrôles ? Les contrôles se feront par de l'auditabilité, qui est un nouveau chantier. Et ça, c'est peut-être aussi un marché hein, pour mon voisin de gauche. Mais on voit qu'on est sorti des figures classiques du monde d'hier, où on avait un État qui pose des règles et on avait des contre-pouvoirs qui peuvent vérifier l'application des règles. Mais dès lors qu'on est dans le monde de la complexité, avec des systèmes qui sont structurellement, je dirais, rétifs à l'entendement de droit commun, parce qu'un algorithme d'apprentissage, etc., par renforcement, etc., il sera structurellement une boîte noire. Donc on peut poser toutes les règles d'explicabilité que l'on veut. Le fait est, c'est qu'on pourra dire que ce qui est en sortie correspond bien à ce qui est en entrée, et que ça marche, mais ça s'arrêtera là. Donc ça aussi, d'une certaine manière, c'est un nouveau monde pour les juristes qui sont habitués à comprendre la causalité des phénomènes. On n'est plus dans de la causalité, on est dans de la corrélation. Et ça, c'est autre chose. Et ça va être compliqué, parce qu'avec les usages qui se multiplient, on va avoir peut-être du mal à cadrer la bonne et la mauvaise IA. Alors, on parlait du droit, on va passer du côté du chiffre avec Alexandre Zararat, donc associé Grant Thornton à Nice, expertise comptable, commissariat aux comptes. Alors là, c'est une autre facette de cette réglementation et de la valeur de cette réglementation. Concrètement, pour les entreprises du territoire qui utilisent l'IA ou qui utilisent des données ou qui ont des données, comment peuvent-elles les utiliser ? Quelle réglementation, quelle surveillance et quels conseils leur donner ? Merci. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, c'est une question extrêmement complexe et je suis impressionné par la richesse de ce débat et ce que ça incite en chacun d'entre nous, et moi y compris. Il y a plusieurs acteurs dans le monde économique de notre territoire. Il y a beaucoup de consommateurs de cette intelligence artificielle. Et on parle du poids des GAFAM. Le poids des GAFAM, c'est le poids qu'on lui a donné en tant que consommateur, que ce soit en dirigeant d'entreprise ou personne physique. Et la question, c'est le poids qu'on va donner à ces IA. Et il est évident, et ça je commencerai par ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui
qui n'est pas forcément encore complètement intégré par tous, il est évident que c'est une révolution industrielle qui va impacter toutes les entreprises, ça a été dit, mais c'est important de le dire parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir réel, concret, je dirais, pragmatique, sans l'intégration de ces IA dans une entreprise, dans nos entreprises. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est quelle IA ? L'IA qu'on va intégrer, si on veut pas que toutes les entreprises soient les mêmes, qu'est-ce qui va différencier une entreprise d'une autre entreprise ? Ça va être ce qu'on appelle la donnée propriétaire, la donnée qui appartient à l'entreprise, et son savoir-faire qui jusqu'à présent était dans les cerveaux des uns et des autres, et qui de plus en plus est rentré dans la technologie, qui demain va rentrer dans une IA. Et donc je reviens 2 secondes sur cet aspect qui est la réglementation européenne. Effectivement, freiner l'innovation sans la tuer, d'IA de l'étranger qui viendrait s'intégrer dans nos entreprises, j'y vois en tout cas en tant que je veux dire, représentant de l'écosystème économique, on va dire ce soir, j'y vois un intérêt particulier. Parce que la vraie question va être est-ce qu'on va être capable d'avoir un IA souverain ? Est-ce qu'on va être capable, par la réglementation aussi d'ailleurs, et par l'incitation de la réglementation, de créer un écosystème qui va nous permettre que la donnée et le savoir-faire des entreprises européennes, et plus particulièrement des Alpes-Maritimes, soient protégés dans ce monde-là. Parce qu'aujourd'hui, si on consomme l'intelligence artificielle comme on a consommé les GAFAM et les réseaux sociaux, et aujourd'hui, on a... y compris d'ailleurs nos administrations, on dépend complètement, à part quelques exceptions européennes notables, que ce soit dans le cloud ou dans la sécurité. Et donc, aujourd'hui, cette IA, si elle n'est pas souveraine et si on n'est pas protégé dans l'utilisation qui va être faite des data et des savoir-faire, on a un problème de compétitivité demain de nos entreprises. Au-delà du fait qu'il peut être utilisé de manière malveillante, non éthique et tout ce qui a été cité, je dirais que c'est aujourd'hui la création de valeur de nos entreprises qui peut être demain captée en partie par ces intelligences artificielles et les gens qui les produisent. Donc ça, je pense que c'est un point qui touche à un autre aspect de la réglementation européenne. Et pour rebondir sur ce qui a été dit par le professeur Taylor, effectivement, nous, nos métiers vont évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier qui consiste à simplement valider l'information financière des entreprises, il y a 2 mouvements majeurs qui sont en train de se produire. Il y a le premier sur, on n'en parlera pas ce soir, mais sur tout ce qui est RSE, données extra-financières, où on devient les garants de cette information qui va être diffusée de manière tout aussi importante à l'avenir. Et le deuxième, c'est pour avoir une image fidèle des comptes d'une entreprise ou de n'importe quelle entité, il faut s'assurer que l'actif il est protégé. Et donc les systèmes d'information font partie de notre mission, quelque part, et encore plus en tant que commissaire aux comptes qu'en tant qu'expert comptable aussi, de valider que ces systèmes d'information protègent l'entreprise. Et donc demain, dans ce monde où l'IA va être intégrée dans cette entreprise, il faut être capable de savoir exactement ce qui s'y passe. Et je rejoins, en tout cas aujourd'hui, c'est je dirais, un domaine où on est complètement attentiste de ce qui va sortir, parce que ça va impacter les entreprises, ça va impacter du coup leur pérennité, mais on ne sait pas comment juger aujourd'hui, on n'a pas les critères, on n'a pas les grilles d'analyse pour s'assurer que ça soit sécurisé et en plus souverain. Voilà pour ma contribution à ce débat. Vous avez des fans. Fabien Grandon, vous êtes directeur de recherche en informatique à l'INRIA, vous dirigez une équipe pas pluridisciplinaire, mais pluristructure sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et vous vouliez revenir à l'intelligence artificielle couplée au web. Dites-nous pourquoi. Alors, merci. Avant de revenir à votre question, je vais juste rebondir sur les deux. Juste pour apporter ma voix, parce que des fois, quand on vient du côté technique, on peut penser que la majorité des gens sont contre des régulations, puisqu'on veut avancer sur la technique. Mais en fait, je voudrais donner un exemple et reprendre dans le fond historique de Jean Gabriel, de raisons pour lesquelles nous aussi, dans le technique, on est demandeurs de régulation. 1970, premières lignes sont écrites d'un système qui s'appelle MySyn, un système d'intelligence artificielle en médecine pour faire des prescriptions d'antibiotiques dans le cas d'infections bactériologiques. Le système est développé jusqu'en 1979.
il est évalué dans une compétition contre des humains, des experts humains, et la compétition est la suivante, on soumet des cas aux humains et au système, et après, de façon aveugle, chacun note les recommandations que les autres ont faites. Et MySyn arrive premier sur tous les cas. 1979. Jamais utilisé, jamais mis en production. En 1979, on avait un expert système qui fonctionnait très bien. Si on lit le rapport d'évaluation de MySyn, les raisons principales sont aucune idée de comment le gérer d'un point de vue juridique, aucune idée de comment assurer une interaction ergonomique avec les utilisateurs, aucune idée des risques éthiques du système. 1979. Donc, vous pouvez imaginer la frustration des informaticiens qui, depuis 1970, travaillent, ont amélioré les techniques, puisque les techniques qu'on utiliserait maintenant sont complètement différentes, mais on n'a toujours pas évolué sur ces questions-là. Le même système aurait les mêmes biais actuellement. Donc ces questions ne sont pas non plus d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on était plus éthique ? Non, ça veut dire qu'on avait déjà les mêmes questions à l'époque, mais qu'on a... Oui, mais qu'on s'arrêtait, alors que là, on a tendance à avancer un petit peu à l'aveugle. On n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour les traiter. Et on est au même point maintenant, sur un certain nombre de ces questions, juste avec des techniques 1000 fois plus puissantes. Alors pour revenir à votre question, pourquoi dans l'équipe Wimix on s'intéresse au couplage IA et web ? Pour une raison toute bête, c'est que tout le monde qui va sur le web utilise l'IA, qu'il le sache ou pas. Quand vous utilisez un moteur de recherche, les résultats bénéficient de l'IA. Quand vous allez sur un réseau social, les nouvelles qui apparaissent sont passées par des filtres d'IA. Quand vous allez faire vos achats, les recommandations sur l'IA, etc., etc. Donc quand j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que quand on déploie une méthode d'IA sur le web, elle est mise au contact de 4 milliards d'utilisateurs. Quand je la déploie sur un réseau social, un des plus grands réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est entre 1 et 3 milliards de comptes actifs, ce qui est plus grand ou comparable aux plus grands pays mondiaux. Donc quand je prends une décision sur le code de ces plateformes, j'impacte l'équivalent de population plus grande que les plus grands pays. Donc il y a un enjeu, non ? Il y a un problème. Oui, pour autant, le web est déjà réglementé dans certains cas. Alors oui et non. Il n'y a pas de gouvernance mondiale du web, par exemple ? Oui, il y a les noms de domaine, qui sont, et le nom de domaine appartient à Internet et pas au web. Donc voilà. Et le deuxième, la raison pour laquelle c'est important, parce que derrière ce couplage, il y a des enjeux. Par exemple, si un système apprend à vous faire des recommandations, ce n'est pas juste pour le plaisir de vous faire des bonnes recommandations, c'est parce que l'enjeu derrière pour la plateforme, c'est de vous garder sur la plateforme, c'est de capturer votre attention. C'est ça qui est monétisé derrière. Donc si le système apprend que Fabien adore le chocolat, il va continuer à me promettre du chocolat pour que je reste. Même si je fais une crise au foie, même si je fais une cirrhose, il va continuer. Donc il y a un enjeu à l'intérieur. Alors regardez, quand on déploie ces systèmes déjà, qu'est-ce qu'il apprend sur nous, dans quel but et quelle opération. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a à l'esprit maintenant. Mais il y a aussi un enjeu à prédire ce qui pourrait se passer dans le futur. Par exemple, dans un des avis du Comité national d'éthique, je crois que c'est l'avis numéro 6, il y a une phrase qui dit il faut faire attention au fait que plus on a d'IA, plus elles vont produire des nouveaux contenus, et plus ces contenus risquent d'être réutilisés pour entraîner de nouvelles IA. Donc, si le contenu qu'on a produit est mauvais ou biaisé, on obtient un système d'amplification. Et quel est le lieu où les IA peuvent se rencontrer ? Le web. Je commence à produire des contenus sur le web, une autre IA utilise ces contenus sans même savoir que ça a été fait par l'IA, et je me nourris, j'entretiens et j'amplifie. Donc ça, c'est un exemple de risque à venir. Plus on va mettre des techniques comme ça en ligne, si on ne prend pas un pas de recul et qu'on n'a pas une approche systémique, qu'on ne regarde pas le système dans son ensemble, on risque d'aller vers des catastrophes. On va faire de la fake news artificielle. Pire, elles vont tourner en boucle, elles vont s'amplifier, puisque une IA va reprendre la sortie d'une autre. Donc c'est un des enjeux aussi lorsqu'on s'intéresse au couplage de ces techniques. Donc il faudrait réguler et réglementer tout ça pour qu'on évite justement ce genre de dérive, pour vous, qui êtes du côté, je dirais, techno de la force. Une autre casquette que j'ai au W3C, à l'INRIA, c'est d'être représentant d'INRIA au W3C. Une spécificité de notre territoire, d'ailleurs, c'est d'accueillir le W3C Europe, c'est-à-dire l'antenne européenne
du consortium de standardisation du web. On a quand même les experts mondiaux ici. Parmi les discussions au W3C, par exemple, il y a la question de la traçabilité des résultats de l'IA, pas uniquement des données, hein, ça on a des mécanismes de traçabilité des données sur le web, mais de dire, est-ce qu'on met en place des standards? Au W3C, on fait des standards comme HTML pour faire les pages web, toutes les pages web sont écrites en HTML. Est-ce qu'on met en place un standard pour dire, tiens, ce contenu a été généré par une IA, de façon à ce qu'une IA qui passe derrière sache qu'elle est en train de réingérer quelque chose qui a été synthétique, et éviter ce genre de boucle de renforcement. Et ça pourrait passer par une réglementation. Par une standardisation. La standardisation fait partie des moyens. C'est une des raisons pour lesquelles l'Europe, à mon avis, ne doit absolument pas disparaître des organismes de standardisation. D'accord, oui, là vous étiez déjà à la step au-dessus. Hein. Oui, c'est mon boulot. Ça fait un petit peu peur. Merci beaucoup, Fabien Gandon, pour cette prospective intéressante. On a hâte d'y être. Odile Menozzi, vous êtes présidente du mouvement européen Alpes-Maritimes. Exact. Et donc la réglementation, alors vous, c'est vrai que votre objectif, c'est d'avoir une Europe ambitieuse. Et pour vous, il faut que cette réglementation l'accompagne, ou est-ce que pour vous, cette réglementation va être un frein à cette ambition européenne qui accompagne le sujet de l'intelligence artificielle? Alors, pour avoir discuté avec ceux qui sont en train de justement écrire ce règlement, le Digital Act, puisque nous les avons rencontrés à Bruxelles, c'est pas pour freiner, parce que si ça devait freiner, ça aurait freiné depuis longtemps. Or, la course à l'IA a commencé il y a longtemps, bien avant ces réglementations. Donc ce n'est pas la faute de l'Europe si les pays et les États membres, indépendamment les uns des autres, n'ont pas pris cette course en marche bien avant la réglementation de l'Union européenne. Donc la réglementation de l'Union européenne arrive comme d'habitude, et très souvent c'est une stratégie, mais pour protéger les Européens. Ça n'a jamais été pour mettre un frein à quoi que ce soit. Si nous ne protégeons pas le citoyen européen, nous avons des dérives qui sont extrêmes. Donc, et pour donner confiance à l'IA, parce qu'il faut savoir aussi que les citoyens ont peur de l'IA, sont terrorisés par ça. Il n'y a déjà que 50% des gens qui savent se servir du numérique en France. Donc imaginez maintenant qui va pouvoir se servir de l'IA. C'est pas la totalité des citoyens. Donc il faut les protéger, il faut leur expliquer, il faut leur donner confiance. Et il n'y a qu'une façon pour leur donner confiance, c'est de respecter les droits fondamentaux, donc le respect de la vie privée, le respect de la dignité et la non-discrimination. Et ça, c'est applicable déjà dans tous ces textes qui sont proposés aux entreprises, qui sont proposés aux différents projets de l'IA. Et c'est important que l'UE se penche là-dessus. C'est quand même grâce à cela qu'on régule, je dirais, certaines publicités qui se permettent parfois de parler de genre ou de sexe ou autre. C'est la même chose pour le recrutement. On intervient dans ces domaines-là également. C'est la même chose pour la protection de l'enfance. Où il faut absolument maintenant penser à ces enfants qu'on va lancer dans ce système d'IA. Comment faut-il organiser les programmes pour les faire rentrer là-dedans? Quel sera le bien-être des enfants? Donc c'est absolument nécessaire. La santé, on le sait, c'est absolument nécessaire. Le système facial, oui, ok, pour tout ce qui est santé, c'est très important, mais on ne va pas se retrouver comme en Chine à devoir regarder derrière nous et faire attention si on veut faire quelque chose. Donc oui, l'Europe est absolument indispensable dans la protection des citoyens, c'est son rôle, et non, elle ne nuit absolument pas au développement de l'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe a besoin de chercheurs, elle a besoin de professeurs, elle a besoin d'investissements financiers dans ce domaine-là, et ça, c'est le rôle des États membres, chacun indépendamment l'un de l'autre. Pourquoi les gens s'en vont quand ils sont très doués? Pourquoi, quand ils ont des programmes qui sont mis en place, pourquoi on ne les garde pas? Pourquoi il n'y a pas d'investissement financier? Et après, on se dit, tiens, le vaccin, il a été fabriqué aux États-Unis parce que la France n'a pas investi. Donc, chaque État membre est responsable de ces investissements, de ces chercheurs, de ces professeurs. À nous, en tant que Français ou Suédois ou ce que vous voulez, à donner les moyens à nos têtes pensantes de réussir cette course. Non, elle n'est pas perdue d'avance, il faut juste se donner les moyens de réussir, c'est tout. Et l'Europe est là pour vous aider, pour vous protéger et pour vous apporter ce que vous avez besoin. Il y a tellement de programmes dont vous bénéficiez tous pour la recherche, financièrement, on peut en parler, il y en a énormément. Donc évidemment, il n'y a personne qui en parle ouvertement, parce que quand c'est bien, c'est toujours grâce à
à l'État membre, et quand c'est mal, c'est toujours la faute de l'Europe. Bon, il va falloir se sortir de ça un de ces jours et qu'on travaille tous ensemble pour se dire avançons ensemble, et l'Europe est là avec nous. Voilà. Il y a aussi un investissement privé qui n'est pas le même en Europe et dans les autres contrées certes, mais il faut du monde et sur les autres marchés. C'est selon l'investissement de chaque État membre. Voilà. Enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme le foot. Il y a les équipes qui attaquent et les équipes qui sont bonnes en défense. Et Nice est bonne en défense et on est toujours deuxième du classement. Donc, rien n'est perdu, messieurs. Rien n'est perdu. Alors, je voudrais quand même laisser une conclusion un petit peu plus sérieuse au professeur Ganassia sur cette table ronde qui s'achève à peu près dans les temps. Comme ça, nous aurons le temps de prendre une ou deux questions dans la salle. Oui, je vous remercie de toutes vos interventions. Je crois que la question qui nous anime aujourd'hui sur cette table ronde porte justement sur les questions d'éthique, de réglementation et de loi. Et il me semble, justement, enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marina Teller, sauf sur un point, vous avez dit la course technologique est perdue. Moi, je n'en suis pas certain. Parce qu'on ne sait jamais ce que va devenir la technologie. Elle nous a toujours surpris et elle va continuer à nous surprendre. Ne serait-ce que ChatGPT. Vous avez bien vu que c'est pas Google qui était à l'origine de ces technologies qu'il a développées, c'est un tout petit acteur qui n'avait pas des sommes faramineuses au départ. Donc il y a toujours des possibilités. Il y a énormément de start-up, on devrait dire des jeunes pousses, en Europe, en France, ici, un peu partout. Il y a des possibilités. La difficulté, c'est de transformer ces jeunes entreprises, ces talents, en grandes entreprises. Et c'est une question de finance, mais c'est aussi une question de volonté politique. Mais juste, je voudrais quand même préciser l'enjeu. La loi, c'est la souveraineté des États. C'est le législatif. Vous êtes d'accord, et ça, c'est vraiment essentiel. La réglementation et les normes, c'est autre chose. C'est souvent les différents acteurs qui se mettent ensemble et qui se débrouillent pour avoir des accords communs. C'est important. Les deux sont importants, mais l'un n'équivaut pas à l'autre. Et effectivement, les normes sont tout à fait essentielles. Il est souvent difficile pour les Européens de s'impliquer dans les organes de normalisation, parce qu'il faut beaucoup de moyens, parce qu'il y a des groupes d'influence, tu le sais bien, et ça coûte extrêmement cher. Alors bien sûr, quand on est Google, on peut dépêcher énormément de personnes qui sont à l'intérieur de ces organes. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire que à l'intérieur des institutions de normalisation, ce sont des acteurs qui ont un intérêt. Et c'est normal d'avoir un intérêt à condition que cet intérêt soit clair. L'éthique, c'est complètement différent. L'éthique, justement, il ne faut pas qu'on ait d'intérêt. Justement, avoir un intérêt, ça biaiserait complètement la réflexion. Alors, sur ces questions, ce qui est quand même... Il faut bien comprendre les enjeux politiques qui sont joués en Europe. Et je vais peut-être aller un tout petit peu loin. Mais il y a des tensions quand même entre, aujourd'hui, l'Union européenne et sa présidente, et puis les gouvernements. Et c'est ce que vous voyez tous les jours. Quand vous voyez Charles Michel et puis Ursula von der Leyen qui se battent en permanence, c'est ça qu'on est en train de payer aujourd'hui. Et c'est contre ça peut-être qu'il faut un tout petit peu s'élever. C'est-à-dire que l'Europe, elle soit capable de parler... Je m'exprime peut-être un peu trop fort, mais c'est vraiment ça qui est important. Et donc, il faut bien comprendre... La réglementation est importante, à condition que cette réglementation, elle relève de la loi, c'est-à-dire de la souveraineté européenne, bien sûr, et pas ce qu'on a vu trop en Europe, c'est la présence des différents lobbyistes. Vous avez bien dit tout à fait que on a affaire à des intérêts économiques. Malheureusement, ça ne défend pas toujours l'économie européenne, parce que vous avez beaucoup de lobbyistes qui viennent des grands groupes. Et c'est, par exemple, ce que Jean-Noël Barrot ou Cédrico ont essayé de mentionner. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est toujours pas voté, le AI Act. Donc ce sont vraiment ces enjeux-là. Alors, moi, je suis pas vraiment pessimiste, j'espère qu'ils vont se débrouiller justement à modifier un peu le AI Act, mais dans sa rédaction actuelle, il est quand même très très problématique pour cette raison-là, et c'est pour ça que l'on est extrêmement inquiet aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas le principe d'une réglementation, c'est pas le principe du AI Act, c'est la façon dont ça s'est déroulé et dont ça se déroule aujourd'hui, et la législation sur les modèles de langage est tout à fait révélatrice. Puis je voudrais terminer par
une histoire parce que je crois que c'est important qu'on comprenne bien. L'intelligence artificielle, ce ne sont pas des objets techniques comme habituellement, comme une voiture, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est indépendant. Ce sont des objets sociotechniques, hein, c'est-à-dire que ça dépend des modes d'utilisation et des organisations à l'intérieur desquelles ces objets vont s'insérer. Il se trouve qu'il y a un peu plus de 15 ans, j'avais été invité à un symposium à Stanford qui s'appelait W5, parce que c'était, alors je vais vous décliner, What Went Wrong and Why Workshop. Vous comptez, ça fait bien 5 W. Et il y avait dans une petite salle, alors bon, ça va parler aux spécialistes d'IA, il y avait John McCarthy, il y avait Carl Hewitt, il y avait Ed Feigenbaum, il y avait, enfin voilà, hein, puis d'autres, de Knobloch, etc. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, hein, et ça rejoint un peu ce que disait Fabien, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de systèmes qui marchaient, mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à les faire développer parce qu'ils posaient des problèmes. Par exemple, il y avait des spécialistes qui avaient développé des elfes. Les elfes, c'est des petits agents comme ça, qui étaient formidables parce qu'ils aidaient à gérer votre agenda, à vous dire ce qui n'allait pas, etc. Et alors, un de ces elfes, un jour, il dit à la personne, je ne sais pas comment on doit dire, son maître ou son, enfin, son protégé, et il le réveille à 3 heures du matin, elle lui dit écoute, je dois t'avertir que ton avion de 8 heures du matin, il va être retardé de 2 heures. Vous voyez la difficulté. Et moi, j'avais, quelques années avant, hein, j'avais participé à un système expert pour une banque qui faisait de l'aide au placement du particulier. Et il marchait très bien, hein, parce qu'il répartissait bien le placement. Et le problème, c'est que les chargés de compte dans les agences ne voulaient absolument pas l'utiliser parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient être remplacés par ce système. Et les clients ne voulaient pas l'utiliser parce qu'ils avaient l'impression que le système, c'était la banque. Ils avaient beaucoup plus confiance dans le chargé de compte. On se demande pourquoi. Donc, ce qui est important, c'est et chaque fois, il faut être capable de replacer ces systèmes dans un environnement social. Il faut créer la confiance. Et je pense que c'est ça qu'il faut que nous essayions de faire dans le futur. Alors, les règlements peuvent peut-être aider, mais ils sont pas les seuls. Hein, il faut aussi éduquer, il faut essayer de faire comprendre ce que c'est. Et tout ça, je crois que c'est un gros travail, hein, mais on va essayer de continuer là-dessus. Et puis la question de la souveraineté que vous avez évoquée, elle est tout à fait essentielle, mais je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est vraiment un problème très très compliqué, parce qu'effectivement, on a affaire à de nouveaux acteurs qui prennent une part déterminante, qui est plus importante que celle des États, et c'est surtout les États européens qui se trouvent démunis, mais pas seulement les États européens. Regardez aux États-Unis, vous avez une tension. Alors bien sûr, d'un autre côté, le pouvoir américain, ce sont ces industriels, donc il est plutôt content, mais il y a une tension entre le pouvoir central et les grands acteurs de l'Internet. Et en Chine, c'est la même chose. Vous savez que Alibaba a eu des problèmes parce qu'il y a une tension. Donc c'est structurel. Nous avons aujourd'hui des acteurs qui prennent une part plus importante que les États, et ça, c'est un enjeu vraiment extrêmement délicat. Le problème, c'est que la communauté européenne, elle a du mal à lutter contre ces grands acteurs. Alors là, mon petit elfe personnel me dit qu'on n'aura pas le temps pour poser des questions à nos intervenants, mais on aura un petit temps d'échange ensuite pendant le cocktail où vous pourrez essayer de les attraper au vol et de poser votre question, puisqu'on ne peut pas le faire tout de suite. On va terminer cette avant-dernière IA Date de l'année en accueillant sur scène 2 drôles de dames de l'intelligence artificielle, que sont donc Isabelle Galli, qui est directrice de la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis, et Maureen Claire, directrice du centre INRIA. Sophia Antipolis aussi, bienvenue à Sophia, toutes les deux. Maureen. Merci vraiment à ce panel et à ces conférenciers qui ce soir, je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait un effet kaléidoscope. Il y a 22 ans, le président du Sénat m'avait demandé de venir rejoindre un groupe de réflexion pour accompagner les sénateurs sur le numérique, sur la législation sur le numérique. Il y a 22 ans, on nous a parlé d'éthique, on nous a parlé de droit, on nous a parlé de réglementation, on nous a parlé de normes. Et il y a 22 ans, le jeu des acteurs était complètement différent. Il y a 22 ans, les futurs GAFAM ne voulaient pas de la réglementation. Il y a 22 ans, ils voulaient que de l'éthique. Pourquoi ? Parce que l'éthique, c'est pas contraignant. Parce que l'éthique, on peut en parler autant qu'on veut. Et là, aujourd'hui, les mêmes, ou plutôt
soit leurs descendants, soit les mêmes, nous parlent de droit. Et sont très, très demandeurs de droit. Hein. Vous avez tous noté, et merci de l'avoir rappelé, cet appel des plus grands de l'intelligence artificielle pour qu'on stoppe. Et stopper, ça veut dire prendre une loi. Ça veut dire vraiment créer un cadre juridique. Donc on se retrouve dans une situation inverse, et cette situation inverse est interpellante. Sur le territoire, on a la chance, grâce à notre président Charles Genesi, d'avoir la maison de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, dans cette maison de l'intelligence artificielle, on essaye d'explorer absolument toutes les possibles de l'intelligence artificielle. Et en explorant les possibles, vous l'avez tous noté, il y a les possibles ultra positifs, et puis il y a les possibles inquiétants, anxiogènes. Est-ce que nous vivrons encore dans une vraie réalité demain où elle sera peut-être que synthétique, et qu'est-ce qu'elle va nous montrer du monde et qu'est-ce qu'elle va nous représenter de nous? Donc on se retrouve dans une situation inverse avec un train de la législation qui est en cours. Des choix ont déjà été faits, des choix sur lesquels on ne pourra pas revenir. On vous parle beaucoup de souveraineté ce soir, mais l'IA souveraine, on l'a abandonnée. On l'a abandonnée au profit de l'IA de confiance. Donc ça, c'est un choix qui a été fait d'un point de vue législatif. On a décidé aussi de considérer l'IA comme un produit, parce que ça, on sait légiférer, et non pas, comme l'a très bien souligné Marina, comme une personnalité juridique, c'est-à-dire pas comme quelque chose, un objet qu'on ne connaîtrait pas et à qui on pourrait demander de se réguler. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, si vous voulez pouvoir continuer ces débats qui sont là, et ce soir, vraiment, on a eu beaucoup de chance d'avoir qui nous avons, venez à la maison de l'intelligence artificielle, il faut prendre rendez-vous, mais venez, on est là vraiment pour vous accueillir et vous aider à y voir plus clair sur ces questions, ou de moins à vous faire votre propre opinion, ce qui est déjà beaucoup. Merci. Donc, quelques mots de conclusion, et je voudrais remercier Marco Landi pour l'organisation et l'idée de cette belle soirée où vraiment les échanges ont été très riches. Et d'abord, on a été instruit par Jean Gabriel sur toutes les dernières évolutions de l'IA et depuis ses prémices. Donc vraiment, on a eu beaucoup de chance ce soir. Effectivement, l'IA, c'est une révolution totale dans tous les domaines. Moi, je suis dans le domaine de la recherche, donc dans le domaine de la recherche aussi, la façon dont on accède aux connaissances, dont on les représente, dont on va les exploiter et générer des nouvelles connaissances est révolutionnée par l'IA aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour glisser et c'est avec bonheur, puisque, par exemple, deux chercheurs azuréens vont être récompensés la semaine prochaine à l'Académie des sciences pour leur succès en innovation. Donc, c'est le grand prix d'Assosystème Académie des sciences INRIA sur l'innovation. Il s'agit de deux chercheurs qui contribuent à la cardiologie numérique personnalisée avec l'IHU de Bordeaux, mais ils sont à Sofia, et avec donc deux médecins et un start-upper. Ils vont recevoir ce prix parce que, en fait, ils arrivent, grâce à des images qui leur sont envoyées de presque une centaine d'hôpitaux dans le monde, parce qu'il y a maintenant des hôpitaux du monde entier qui leur envoient des images de scanners de leurs patients atteints d'arythmie. Ils arrivent à faire une exploration fonctionnelle totalement numérique de ces patients pour leur économiser 2 heures sur la table d'opération. En fait, l'opération après est réduite en temps parce que cette exploration n'a pas besoin d'être faite in vivo. Elle a pu être faite en fait, juste à partir des images, et ça, c'est grâce à l'apprentissage qui permet d'avoir des modèles génériques, mais aussi des personnalisés, en fait, adaptés par des paramètres aux patients spécifiques. Donc tout ça, on peut le faire grâce à l'IA. Ils font de plus en plus d'essais cliniques maintenant in silico, c'est-à-dire sans avoir à utiliser des modèles animaux ou à moins tester aussi chez des humains. Enfin, il y a énormément de progrès qui sont en train de voir le jour. On va le voir aussi ici à Nice, puisqu'on va avoir un IHU, et on remercie le conseil départemental pour son soutien, l'IHU Respirera, qui sera sur les maladies respiratoires, qui va ouvrir très prochainement, et dans lequel l'IA est une composante majeure. Donc, sur la santé, je pense que vous êtes convaincus des bénéfices. Encore que j'ai entendu que hacker le cerveau, ça nous fait peur. C'est vrai, je pense que Elon Musk fait exprès de nous faire peur. Il pousse un peu le bouchon très loin parce qu'aucun d'entre nous ne pourra se faire implanter des puces à son insu quand même pendant la nuit en dormant. Je pense qu'on s'en rendrait compte si on avait une puce dans le cerveau.
Alors moi j'ai travaillé sur ce domaine d'ailleurs des interfaces cerveau-machine, non invasives plutôt, c'est-à-dire avec simplement des capteurs à l'extérieur de la tête, on peut faire déjà pas mal de choses. Et moi ce qui m'inquiétait à l'époque, c'était d'utiliser ces techniques quand même dans un cadre coercitif, par exemple dans le cadre du travail. Par exemple, si un employeur propose à son employé de porter ce genre d'équipement parce que il va pouvoir mieux travailler, on peut se demander tout de même s'il n'est pas en train de un peu trop l'instrumentaliser, de l'utiliser comme une caméra vidéo intelligente, par exemple. Donc voilà, il y a des limites à mettre. Donc quelque part, oui, réglementer l'IA, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi se réguler nous-mêmes par rapport à nos usages. La société doit se réguler par rapport à son envie un peu prométhéenne, d'aller un peu toujours plus loin, etc. Et des moments où il faut dire non, ça on ne le fera pas, même si on pourrait le faire. Donc c'est là où il faut trouver la raison. Et des initiatives comme la Maison de l'IA ou Terra Numérica aussi, qui est une initiative pour faire comprendre le numérique qu'on porte avec l'université et le CNRS. Et ben, ce sont vraiment des lieux où les jeunes et les moins jeunes peuvent venir poser des questions, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est souhaitable, parce que finalement c'est la société, c'est le politique aussi qui va trouver les directions pour l'avenir. Donc avec ces mots, je voudrais conclure et encore remercier les organisateurs pour cette belle soirée. Merci beaucoup Maureen Claire. Le cocktail de clôture qui vous attend est garanti 100% sans intelligence artificielle ajoutée. Et les IA Dates vous donnent rendez-vous pour une dernière conférence sur l'année 2023. Ce sera le 7 décembre avec Cédric Villani. Merci et bonne soirée.